Bien, bonjour à tous, merci d'être présents donc, pour cette conférence donc, qui porte le thème professionnel, usager, quel collectif à l'échelle des établissements et du territoire. Alors, je me présente donc Aurélien Sourdi, moi je suis responsable adjoint du pôle offre au sein de la FHF et je suis donc accompagné pour cette conférence de 5 intervenants que je vais présenter. Tout d'abord, donc, le professeur Jean-Louis Touraine, donc, vous êtes ancien député, ancien également adjoint au maire de Lyon et ancien vice-président de la FHF et président de la FHF Auvergne-Rhône-Alpes. Francis Brunel, vous êtes adjoint au maire de Sceaux à l'action sociale et à la santé publique et vous êtes membre de la commission santé de l'Association des maires de France. Valérie Boujard, vous êtes responsable de la filière directeur des soins à l'EHESP. Docteur Anne Legagne, vous êtes professeur à l'EHESP chargé des formations médicales, vice-présidente de la CRSA Région Bretagne, présidente de l'AXOS Bretagne et membre du bureau de la Conférence nationale de santé. Et Gérard Raymond, vous êtes président de France Asso Santé. Je vous laisserai de nous le dire. Merci en tout cas à tous d'être là cet après-midi pour échanger sur ce sujet. Quelques mots d'introduction avant de commencer à vous donner la parole. Donc, comme vous le savez, Santé Expo porte cette année le thème de la démocratie en santé, de la démocratie et de la santé, et qui illustre notamment le fait qu'il y a une attente forte à la fois des professionnels de santé et des patients d'être mieux considérés, mieux écoutés dans l'organisation du travail et dans les objectifs des différentes politiques de santé. En parallèle, les patients attendent également légitimement d'être mieux associés à l'organisation des soins dans les établissements et au-delà. Et le ministre y faisait référence, notamment ce matin, dans son discours. Dans les questions que nous allons essayer d'aborder, plusieurs questions. Quel sens donner aux organisations en santé pour mieux associer professionnels et usagers? Quels outils peuvent être mobilisés? Et puis nous évoquerons finalement, au cours de cette conférence, les collectifs, les pratiques concrètes entre professionnels et avec les patients, que ce soit à l'échelle d'un établissement de santé ou dans son environnement immédiat. Peut-être dans un premier temps, pour ouvrir ce temps de discussion, d'abord passer par un travail de définition, et je vais notamment donner la parole à Jean-Louis Touraine pour introduire en tout cas cette conférence. Il faut d'abord essayer de se mettre d'accord sur les termes. Derrière cette expression consacrée de démocratie sanitaire, quel est votre regard sur la prise en compte des droits des patients? Où est-ce qu'on se situe? Et l'association et également l'association des professionnels à la vie de l'hôpital. Oui, merci d'abord et bonne journée à tous. Oui, je ne veux pas définir le terme démocratie en santé, je voudrais plutôt dire que c'est un terme qu'on entend beaucoup utiliser depuis presque 2 décennies. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être seulement une impression personnelle, que ça n'a pas encore abouti. C'est-à-dire qu'on est encore dans les incantations, dans les espérances, dans les souhaits. Mais la démocratie en santé, à mon avis, elle est devant nous. Et nous l'appelons ici tous fortement de nos voeux. Je dirais peut-être d'ailleurs parce que c'est le seul moyen, peut-être, pour sauver notre système de santé. Je vais juste dire 2 mots là-dessus pour vous dire pourquoi je pense cela. Il me semble que nous avons un peu tout essayé pendant 2 à 3 décennies de réformes suggérées, venant d'en haut, proposées aux professionnels, souvent dans des bonnes intentions, souvent en améliorant des choses et ayant permis, bon an, mal an quand même, de maintenir un système en place. Pour autant, les problèmes de fond n'ont pas été résolus. Pour autant, on voit bien que notre problème aujourd'hui est en grande difficulté. Et donc, il faut essayer autre chose. Donc, est-ce qu'il n'est pas le moment de dire qu'au système top-down, c'est-à-dire décision d'en haut, passant par des intermédiaires techno-bureaucratiques et arrivant jusqu'aux soignants de terrain, qu'on fasse quelque chose de différent, qui parte de la base et qui s'impose et qui, évidemment, soit relayé par toute la haute administration et les ministères, mais qui partent de la base. Et quand je dis la base, c'est d'abord du patient. Et vous nous le confirmerez, j'imagine, tout à l'heure, ça doit partir de là. C'est ce pourquoi nous sommes tous réunis. Ensuite, de tous les professionnels, mais à tous les niveaux.
les médecins, bien sûr, mais pas seulement les médecins. Tous les soignants doivent être impliqués dedans. Et je dirais que ça veut dire qu'on inverse un petit peu la proposition. Il nous faut arriver à nous convaincre que, je me mets parmi les soignants, nous les soignants, nous sommes au service des patients. Et l'administration doit se convaincre qu'elle est au service de tous, des soignés et des soignants. Je pense qu'il y a quelque chose de très noble à être au service d'eux. Et donc, au lieu de vouloir piloter un système, au lieu de vouloir donner des nouvelles indications, apprenons à être très modestes et à dire nous sommes au service d'eux et nous écoutons ceux qui veulent nous apporter les solutions que sur le terrain ils ont imaginées et qu'ils s'approprient ainsi plus aisément. Donc je crois que c'est ma vision, ma définition, vous voyez, un peu personnelle de la démocratie santé, non encore aboutie et qui, je l'espère, pourra sauver notre système. Alors, merci pour ce partage. Alors, plusieurs d'entre vous autour de la table, je vous ai vu fortement acquiescer finalement de cette définition, de ce changement de paradigme, de cette inversion du point de départ de comment doit fonctionner la démocratie sanitaire. Gérard Raymond, est-ce que vous souscrivez à cette vision ? Oui, bien sûr. Je souscris à ce que vient de dire le député Touraine, bien entendu. J'ai l'habitude de dire que la première des découvertes de ce début du XXIe siècle, ce n'est pas le numérique en santé ou le génome, c'est les patients. Puisque vous avez voté une loi le 4 mars 2002 sur les droits des patients. Jusque-là, ils n'avaient même pas des droits. Donc, ils n'existaient pas. Donc, on a découvert les patients à partir de là. Et toute l'expérience nous montre qu'il ne suffit pas de voter des lois, il ne suffit pas de mettre quelques décrets pour qu'effectivement les comportements changent. Je tiens à signaler d'ailleurs que le point d'échauffement de cette loi des droits de patients était le fait qu'il fallait que les médecins donnent des informations sur le dossier médical aux patients. Et ça, ils le refusaient totalement. Et on a failli capoter. Bon, il y a Claude Évin qui était dans les travées, on pourrait refaire l'histoire, mais ça a failli capoter à cause de ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, avec Mon Espace Santé, c'est le patient qui donne les informations au médecin. Enfin, bon, ouais, on a quand même cheminé un petit peu, même si tout est loin d'être parfait. Donc, on voit bien qu'il nous faut aujourd'hui continuer à travailler sur les transformations des comportements, sur le fait qu'effectivement, les soignants doivent être au service des patients. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est que l'offre de soins ne correspond plus du tout aux demandes et aux besoins populationnels sur un territoire, que ce soit effectivement sur un territoire en premier recours, mais aussi à l'hôpital. L'organisation ne correspond plus du tout à ces demandes des patients. Comment nous pouvons effectivement retravailler ensemble pour pouvoir répondre à ces besoins, à ces demandes? Incontestablement, mais aujourd'hui tout le monde est dans le discours. Tout à fait d'accord. Encore le discours de ce matin, mais d'autres discours montrent bien qu'effectivement, quand on entend un ministre qui répète plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois, la notion d'équipe, c'est quand même aujourd'hui fondamental. Nous-mêmes avons porté cette notion d'équipe, voire même d'équipe traitante, il y a quelques années auprès des professionnels de santé, et nous nous sommes fait tancer sérieusement. Voilà, aujourd'hui, ça fait son chemin. Cette équipe traitante doit être en posture de pouvoir écouter nos besoins. Alors les besoins individuels de chacun d'entre nous, quand on est patient, et puis collectivement aussi, effectivement, nos besoins pour faire de la prévention, pour faire effectivement de l'éducation à la santé, pour faire de l'accompagnement par les pairs et autres. L'expérience patient a été même citée par le ministre aujourd'hui. Donc on voit bien que les pistes aujourd'hui, on les a. Ces 20 dernières années, ces 2 décennies, nous ont permis de construire une démocratie en santé, de mettre en place quelques structures, institutions, le représentant des usagers, le CDU, etc., notre participation dans les CTS, dans les institutions. Il faut maintenant concrétiser effectivement les postures des soignants vis-à-vis des patients. Et je dirais, là, je pense qu'il faudra aussi la posture aussi des patients vis-à-vis des soignants. Car effectivement, on nous a tellement laissé pendant, alors là, 70 ans, dans l'ignorance, en nous disant que tout allait bien,
qu'on avait droit à et qu'on allait être soigné, qu'aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement, avec une société qui devient de plus en plus violente, eh bien, les patients ne comprennent plus pourquoi ils n'ont plus un médecin à côté de chez eux, pourquoi ils n'ont plus droit à ceci, pourquoi ils n'ont plus droit à cela. Et on voit bien qu'il nous faut aussi, et nous avons une part de responsabilité associative, c'est d'acculturer l'ensemble de nos concitoyens que ce système de santé, si nous voulons le conserver sur les valeurs de 1945, de solidarité et de répartition, eh bien c'est aussi de notre pouvoir de faire attention effectivement à ce système de santé. Nouvelle posture des professionnels de santé, nouvelle responsabilité citoyenne de la part de la population, bon, avec effectivement quelques moyens et quelques réflexions, mais ça ne peut partir qu'effectivement que, je n'aime pas le mot de la base, mais que des territoires, que de ceux qui effectivement tous les jours font certainement le plus beau métier du monde, c'est celui de guérir des gens qui souffrent, ou tout au moins les accompagner à leur souffrance. Je trouve que c'est quand même certainement le plus beau métier. Je voudrais aussi rendre hommage à cette infirmière qui s'est fait tuer à Reims, ne l'oublions pas. Merci beaucoup. Docteur Le Gagne, je vous ai vu fortement acquiescer. Est-ce que vous partagez également cette vision des choses ? Moi, je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Je partage totalement ce qui a été dit et je vous remercie pour vos propos qui nous permettent d'illuminer déjà cette table ronde. On est dans un monde de transition démographique, démocratique, économique, écologique, sanitaire, sociale. La crise Covid est venue accélérer ces transitions. L'intelligence artificielle qui va arriver va encore révolutionner beaucoup de choses et de rapports des professionnels à la santé et des rapports des professionnels avec les patients. Effectivement, je pense qu'en retour d'expérience du Covid, dans lequel moi je me suis beaucoup investie, on peut regretter qu'il y ait eu une sidération de la démocratie à ce moment-là, qu'il y ait quasiment une exclusion des instances de démocratie en santé. Ça, c'est regardé dans le rétroviseur. Mais aussi, on peut se dire que si on construit, si on regarde vers l'avenir, ça a été avec tous les drames, bien évidemment, mais il y a eu aussi une formidable accélération de particules, si je peux me permettre, de co-construction sur le terrain, entre des acteurs qui ne se regardaient pas, des acteurs du public et du privé, de la ville, de l'hôpital, du social, du médico-social, et en mettant effectivement au cœur les élus, je le dis comme moi je l'ai vécu sur mon territoire, les élus et les patients comme des partenaires à part entière avec lesquels on a réussi à co-construire et à trouver des solutions quasiment ex nihilo sur tous nos territoires. Et donc ça, je trouve que c'est l'espérance que j'aimerais porter aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce premier temps, effectivement, en tout cas pour poser les choses et effectivement de dire dans quelle situation on se trouve sur le point de vue de la démocratie sanitaire et finalement quelle est la vision qui doit gouverner dans les décisions qui sont prises dans les années à venir. La démocratie en santé renvoie effectivement principalement à la place des usagers également dans la gouvernance, mais aussi à la démocratie du quotidien entre les usagers et les professionnels. Comment peut-on faire pour mieux prendre en compte les attentes des professionnels et des usagers, notamment dans les outils, pour mieux les associer aux décisions ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est faisable finalement aussi dans un contexte aussi de forte tension en matière de ressources humaines qu'on connaît actuellement ? Valérie Boujard, dans vos fonctions notamment de responsable de la filière de directeur des soins à l'HESP, comment vous appréhendez le sujet dans les futurs élèves, dans les élèves directeurs des soins, futurs directeurs des soins également qui sont actuellement en formation ? Est-ce que ce sujet fait l'objet d'une attention particulière ? Alors, merci pour cette invitation et je tiens à signaler que la réflexion que je partage avec vous aujourd'hui, elle n'est pas issue de ma propre réflexion, mais elle a été co-construite avec les élèves qui sont aujourd'hui en formation. Alors, pas uniquement les élèves directeurs de soins, parce que les élèves directeurs des structures sociales et médico-sociales ont souhaité aussi s'associer à cette réflexion, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu partagé. Qu'il s'agit de décloisonner nos professions et d'y réfléchir ensemble. Alors, lorsque j'ai partagé avec eux cette perspective de réflexion à la conférence, ils ont tout de suite répondu par l'affirmative.
sans toutefois comprendre la raison pour laquelle on abordait le sujet de la démocratie en santé aussi du côté des professionnels. C'est-à-dire qu'il est plus facilement admis, peut-être paradoxalement parlant, que la démocratie en santé inclut aujourd'hui la place de l'usager. Ça a fait davantage peut-être son chemin, paradoxalement, à la démocratie en santé qui inclut les professionnels de santé au sens large et leur participation à la dynamique et peut-être même à l'organisation et à la gouvernance de nos établissements. Ça n'est pas anecdotique parce qu'en fait, ça vient dire quelque chose de la représentation que se font ces publics dans lesquels je m'inscris, puisque je suis moi-même directrice des soins, formée à l'EHESP il y a quelques années, sur la place que l'on a ou que l'on donne aux équipes que l'on manage et ce qui aussi est une condition de réussite à la démocratie en santé auprès des usagers, c'est-à-dire la considération, la valorisation et la place qu'ont tous ces professionnels au service des usagers. Donc je crois qu'on a besoin de travailler sur ces sujets, on a besoin en fait de travailler la place, l'utilité, la complémentarité, la collaboration, la coopération, et donc de reconsidérer le rôle des acteurs. Et quand on est directeur de soins ou quand on est directeur de structure hospitalière ou médico-sociale, eh bien, faire une place, c'est probablement un peu renoncer à la sienne, ou en tout cas d'imaginer une forme d'intelligence à travailler ensemble. Et ça n'est pas si facile quand on fait un choix d'exercice professionnel d'évolution sociale. Ça signifie aussi qu'il faille peut-être renoncer à une part de représentation de la fonction vers laquelle on se destine, mais en imaginant qu'on a plus à y gagner qu'à y perdre. Et c'est là-dessus qu'on cherche à travailler. Alors du côté de la formation, bon, je n'ai pas beaucoup de recul, puisque ça ne fait que 4 mois que j'ai pris la responsabilité de la formation des directeurs de soins. Mais en tout cas, j'ai bien à l'esprit de voir davantage travailler avec des associations d'usagers, de faire en sorte que peut-être nous réfléchissions ensemble à l'évolution de ces formations qui méritent d'évoluer. Dans un contexte où en plus on re-questionne énormément la place des directeurs de soins, alors on n'est pas là pour parler que d'eux, mais néanmoins aujourd'hui dans le contexte de perte d'attractivité et de fidélisation des personnels de santé au sens large, les directeurs de soins sont concernés. Et ils sont concernés également dans les fonctions qu'ils occupent, à la fois dans des structures de formation où ils peuvent diriger aujourd'hui des instituts de formation ou des écoles paramédicales, mais ils sont également dans un sentiment de menace. Alors, est-ce une menace, est-ce une autre opportunité? On en échange régulièrement entre collègues autour du tandem administratif et médical dont aujourd'hui on attend les conclusions de la mission by Clarisse de manière à pouvoir se repositionner. Donc on voit bien que dans cet échiquier, c'est une question aussi de réassurance de chacun, de pouvoir trouver une nouvelle place et de pouvoir travailler à une cause commune. Je pense que là-dessus, elle n'est pas discutée, mais en ayant l'assurance de pouvoir demeurer dans l'échiquier et d'avoir un sens et une utilité au système. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est on va dire une nouvelle définition finalement de ce que doivent être des managers en prenant en compte finalement ce nouvel élément à intégrer dans le fait d'animer un collectif, de mener une équipe, mais tout en ayant cette vision, on va dire, d'inclusion et de capacité à prendre en compte la parole des professionnels. Anne Le Gagne, sur ce sujet, notamment la notion de management, qui est aussi une question dont on parle beaucoup, notamment pour les professionnels médicaux. Comment on fait pour former un médecin en management? Et finalement, est-ce que manager, c'est aussi une forme de petite démocratie à l'échelle d'un service, d'un pôle? C'est une belle question. C'est un peu une question de kairos, je dirais. Aujourd'hui, je viens comme à un fondamental, c'est que moi, je rencontre beaucoup de praticiens. Je suis moi-même praticien et effectivement, toutes les semaines, j'ai des promotions de praticiens qui viennent se former au management à l'école. Ils sont le reflet de l'hôpital public.
ils vont pas très bien aujourd'hui. Hein. On est quand même dans un hôpital qui souffre, avec des praticiens qui souffrent, qui viennent se former pour essayer de retrouver du sens dans un esprit vraiment assez de volonté de co-construction avec l'ensemble, et je le redis, avec les partenaires de la ville, avec les patients. Et c'est la force de la formation. Je pense que c'est une formation qui a un socle éthique, hein, un socle d'éthique de la relation, basé sur l'éthique de la responsabilité, mais l'éthique de la rencontre, en se disant que l'autre, c'est celui que je ne suis pas. Et c'est ma part de manque. Et que c'est effectivement par cette part de manque que je suis plus grand que moi, comme disait Michel Lebris. Une fois que j'ai dit ça, nous avons effectivement mis en place ces formations dans les suites de la loi Kouchner, dans les suites aussi de la mission Clarisse, en se disant sur la première mission d'Olivier Clarisse, prendre soin des soignants et leur donner des outils pour qu'ils puissent, dans leur métier ou dans leur fonction de chef de service, chef de pôle, président de CME, pouvoir avoir quelques leviers pour amener de la qualité de vie au travail à leurs équipes, faire ensemble, manager dans du collaboratif, dans du participatif, et effectivement ouvrir des fenêtres en leur faisant découvrir, parce que moi c'est quelque chose aussi dont je prends vraiment conscience en ayant la responsabilité des formations médicales à l'école, c'est la méconnaissance de mes pairs avec lesquels je co-construis la formation sur le système de santé, sur les acteurs qui le constituent, et sur l'organisation de ce système de santé, sur comment est piloté un hôpital, comment on porte un projet de façon, on va dire, innovante, avec un peu de design, sur l'absence aussi d'éléments pour avoir une meilleure connaissance de soi. Et donc, si on n'a pas une bonne connaissance de soi, il est difficile d'accompagner une équipe. Et comme je l'ai dit, effectivement, être vraiment dans la co-construction d'un collectif, la création d'une communauté apprenante, de façon à essayer, avec beaucoup d'humilité, de participer à la transformation du système en ayant une fenêtre ouverte où l'on invite à chaque fin de formation un grand témoin. Ça peut être une patiente partenaire qui est allée se former à la Sorbonne. Ça peut être Alexandre Berkès, qui est prof aussi à l'école et qui est passionné de tous ces sujets de patients partenaires. Ça peut être un élu, ça peut être un président de CPTS. En tous les cas, on essaye d'arrêter de penser, et j'en terminerai mon propos là-dessus, d'arrêter de penser en silo, mais d'être vraiment dans une démarche très transversale où on prend conscience que, et c'est le cas autour de cette table, on est tous acteurs de santé, chacun à son niveau, et les élus le sont, ils l'ont montré parfaitement pendant la crise Covid, et je pense qu'effectivement le fait d'avoir une santé qui pourrait se construire en partant du territoire avec des professionnels, des élus et bien sûr des représentants des usagers ou des patients partenaires, et faire monter nos besoins plutôt que d'avoir du descendant. C'est ce à quoi je pense et je crois profondément. C'est là-dessus qu'effectivement on essaye d'être ancré à l'EHESP en mettant au cœur de notre propos la langue commune qu'est la santé publique. Isabelle Richard a fait une très belle tribune dans Le Monde il y a très peu de temps sur ce sujet-là, et je la rejoins à 1000%. Et au-delà d'une vision, on va dire, de former des praticiens au management, c'est effectivement d'avoir une culture en commun. Et on le fait à travers un outil, et différents outils, et en particulier celui du co-développement, avec des ateliers où on essaye de permettre à des praticiens de porter leurs projets, leurs problématiques, avec de l'intelligence collective, et c'est une grande première. Voilà. Donc on a des retours qui sont positifs, on avance à petits pas, mais c'est un premier petit pas. Merci beaucoup. Gérard Raymond, donc on parle là de mieux associer les soignants donc aux projets et décisions du quotidien. Pour les usagers, comment on peut faire la même chose, surtout dans un environnement où on a des séjours de plus en plus courts. On parle aussi d'investissements citoyens qui sont moins importants, plus éphémères. Comment
Comment vous voyez les choses? On voit bien les difficultés qu'ont aujourd'hui les professionnels de santé à transformer effectivement leur métier, en retrouvant du sens, l'écoute, le travail en équipe, le partage. Tous sont des professionnels de santé, il n'y a pas d'échelon entre les auxiliaires, les paramédicaux et tout. Ça, c'est une vision du passé. À l'hôpital, me semble-t-il, en établissement de soins, les choses me paraissent peut-être plus faciles à organiser. On a bien entendu encore ce matin, mais ce n'est pas nouveau, revenir à la notion de service, où on se connaît, où on peut partager. Mais les deux défis que nous devons porter, c'est effectivement le temps. Comment ça prend du temps d'écouter un patient qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. Vous avez été formé, mais pas nous, au métier de patient. Et donc, ce temps-là, et puis derrière, effectivement, le modèle économique, qu'il va bien falloir transformer. Mais nous croyons forcément que ce besoin aussi de permettre à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer, exprimer sa douleur, exprimer son mal, exprimer ses représentations auprès de son professionnel de santé, quel qu'il soit, sa blouse blanche, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose effectivement qu'il nous faut aujourd'hui apprendre. Donc je pense que le milieu associatif a aussi sa raison d'être, de former et d'acculturer l'ensemble de nos concitoyens à dire mais ne soyez pas passifs, ne soyez pas patients, soyez un acteur et exprimez-vous. Renverser cette tendance-là du colloque singulier, qui est que le patient dit bonjour et au revoir, parfois merci quand même, quand il a une belle ordonnance, et que le quart d'heure de consultation, c'est le médecin qui fait tout le reste. Donc il faut renverser, c'est le médecin qui doit dire bonjour, comment ça va, le patient qui fait un quart d'heure, et le médecin après qui lui dit, ben voilà, vous allez bien, vous pouvez repartir. Donc bon. Mais donc on voit bien que comment permettre l'expression de ça, c'est important. Et collectivement, me semble-t-il, là aussi, vous avez cité quelques noms illustres effectivement de l'expérience patient, mais c'est comment aussi on permet collectivement dans la formation, mais aussi dans le travail des équipes, d'insérer alors les patients, partenaires, experts, appelez-les comme vous voulez, ça m'est égal, l'essentiel c'est qu'ils soient bien formés. Et qu'ils représentent un collectif, une communauté, pas leur propre vision de la maladie. Ça nous paraît être pour nous un point extrêmement très, très important dans la formation et la représentation collective de la pensée d'une communauté. Ça, c'est important. Et après, donc dans ce travail-là, comment on le fait? Pour nous, le point le plus essentiel aujourd'hui, le grave, il dépasse effectivement les établissements de soins, c'est comment on reproduit cette même volonté sur le libéral dans les territoires. Et là, on a un énorme travail à faire, effectivement. On voit bien la difficulté aujourd'hui du travail en équipe, du travail d'avoir un vrai projet médical sur le territoire, la vraie participation aussi citoyenne, organisée. Et là, on voit bien la difficulté que l'on rencontre. Je pense qu'en dehors de tous les problèmes organisationnels, structurels, et aussi financiers et de personnel que rencontre l'hôpital, on peut travailler et avancer à condition que nous soyons dans cette volonté de retrouver du sens et de faire partager. Ça me paraît beaucoup plus difficile aujourd'hui de transformer le premier recours dans cette véritable notion d'équipe partagée sur un projet médical. C'est un travail que nous faisons, nous, en représentant des usagers de la santé, les associations thématiques sur le terrain, pour effectivement travailler sur cette organisation du territoire et être présent aussi dans les transformations de l'ensemble des professionnels de santé pour transformer notre système de santé. Prévention, accompagnement, soins non programmés. Il y a tout le chantier est à faire. Je ne vais pas refaire le discours du ministre. Merci. Jean-Louis Touraine, j'aimerais qu'on puisse faire une incise sur un sujet d'actualité important qui est le sujet du débat sur la fin de vie dont le projet de loi est en train de s'affiner. Quel regard vous portez sur la façon dont on prend en compte la parole des soignants sur le débat actuel de la fin de vie? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été dites du point de vue des soignants. Et comment finalement on fait pour prendre en compte cette parole dans la construction finalement de ce projet de loi, de cette vision à la française de la fin de vie?
Oui, une des premières revendications des personnels en général, c'est de bénéficier de davantage de considération, davantage de reconnaissance. Bien sûr, une reconnaissance salariale, mais aussi tout autant une reconnaissance humaine professionnelle. Et donc, toute nouvelle question qui est abordée doit impliquer naturellement que les personnels soient non seulement participants à la réflexion, mais qu'ils le soient avec une considération accrue. Alors maintenant, dans le débat qu'on peut prendre comme exemple, effectivement, il faut voir comment conjuguer la satisfaction des droits et de la liberté du malade comme des droits et de la liberté des professionnels. Et donc, en vérité, les droits des patients, la loi de Kouchner qui a déjà été évoquée, là, de mars 2002, donne aux malades l'accès à son dossier, la satisfaction de pouvoir bénéficier des traitements divers, y compris de la douleur, et voire même d'arrêter des thérapeutiques au moment où il n'en peut plus. Par exemple, un cancéreux qui ne veut plus sa 7e ou 8e cure de chimiothérapie a le droit de dire « stop, j'en veux plus » et il doit être respecté. C'est nouveau, ça n'était pas le cas au XXe siècle. Au XXe siècle, le médecin qui ne le faisait pas, alors que ça pouvait procurer un petit sursis au malade, était considéré comme ne faisant pas une assistance à personne en danger. Maintenant, le malade a le droit de dire « je ne veux plus ». Par contre, la loi Kouchner, ce n'est pas attaché à aborder tous les aspects des droits du malade en fin de vie. Donc si le malade dit non seulement je ne veux pas de cette thérapeutique, mais je veux être dispensé d'agonie avec tout son cortège de souffrances que j'estime intolérables, il ne peut pas être entendu en France. Il l'est dans la plupart des autres pays démocratiques, en Europe et en Amérique, mais la France, pour l'instant, n'a pas légiféré là-dessus, bien que la première proposition de loi date de 1978, sénateur Henri Caillavet, mais la loi n'est toujours pas là. Elle va aboutir, et la ministre en charge de cela, Agnès Firmin-Lebaudot, va proposer un projet de loi qui sera soumis au Parlement dans cette fin d'année 2023. Comment concilier tout cela? C'est-à-dire respect de la liberté du malade qui peut dire « moi je veux attendre la fin dite naturelle » ou « je ne veux pas de ces phases ultimes particulièrement douloureuses ». Et le droit aussi et la liberté des soignants qui peuvent dire « mais moi je ne veux pas m'associer à un acte d'aide active à mourir qui heurte ma conscience ». Et donc, il faut simultanément, dans cette prochaine loi, offrir toute liberté et tout respect aux malades, non soumis à aucune pression, aucun paternalisme, puisque le XXe siècle, tout ça a été décidé par le médecin. Le médecin décide. Au XXe siècle, des euthanasies étaient effectuées en nombre significatif, mais sur la seule décision médicale, sans jamais concertation du patient. Et donc ça, c'est un temps révolu, qui n'est pas respectueux de droits du malade. Aujourd'hui, le patient, lui et lui seul, doit pouvoir dire ce qu'il veut, et non pas l'influence qu'il a de ses médecins, de sa famille, de ses confesseurs, de ses ceci, de ses cela, de n'importe qui. Il doit pouvoir dire moi-même, en mon âme et conscience, en ayant réfléchi à cette question, je veux, pour moi, ce qui me concerne, cette solution. Et il doit pouvoir être satisfait, mais il faut que les soignants qui sont associés à cela ne soient pas brusqués, que leur conscience soit respectée. Et donc, il faut une clause de conscience. Bien évidemment, la clause de conscience s'applique à des personnes individuelles. C'est-à-dire que dans chaque service, chaque médecin, chaque infirmière pourra ou ne pourra pas participer à une aide active à mourir selon son gré. Par contre, il faut d'emblée prévenir qu'un établissement ne peut pas dire « ici, on ne fera pas ce que la loi française prévoit », parce que la conscience n'existe pas pour des murs. On ne peut pas dire qu'une clinique, un établissement de fin de vie, que sais-je, il ne pourra pas dire « nous ne faisons pas ça ici », parce que
c'est la conscience de chacun des praticiens à l'intérieur de l'établissement qui peut s'appliquer. Et donc on voit bien qu'on doit être très, très fin dans les modalités qui seront retenues après les débats parlementaires pour que personne ne se voit forcé de faire quoi que ce soit qui puisse être en contradiction avec ses engagements, avec sa volonté, avec sa conscience, mais que personne ne soit oublié, ne soit laissé sur le bord du chemin, ne soit abandonné, comme ça a été le cas un petit peu jusqu'à maintenant, pour ceux qui estiment que leur parole n'a pas été entendue. Puisque on est sur un débat de démocratie, je vais me permettre de faire jouer mon droit à la parole comme médecin gériatre aussi. On a quand même, j'entends bien et je suis complètement le propos du professeur Touraine. Après, on a quand même déjà aujourd'hui une loi, qui est la loi Claes-Leonetti, qui permet d'accompagner la personne sans qu'elle soit abandonnée, sans qu'il n'y ait d'acharnement thérapeutique. Et je voudrais pas, je sais bien que ce n'est pas votre propos, professeur, mais je ne voudrais pas faire croire que aujourd'hui, les soignants n'accompagnent pas dignement les personnes qui sont en fin de vie. Moi, j'ai donné personnellement ma vie à ce sujet-là pour m'occuper des plus vulnérables, les plus fragiles. Ça ne fait pas très chic dans un débat, en tous les cas dans un dîner en ville, de dire qu'on est gériatre, mais c'était une volonté profonde et c'était profondément aligné avec mes valeurs. Donc, quand je dis ça, je ne m'oppose pas, bien évidemment, à ce que dit le professeur Touraine, mais je pense qu'on a aussi besoin d'augmenter la culture palliative tout au long de notre cursus, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on apprend quand on est étudiant en médecine, et qu'au-delà de l'évolution de la loi, on aura vraiment besoin d'agir sur ce sujet-là de la culture palliative et de l'augmentation de l'offre de soins palliatifs. Je me suis permise, alors que ce n'était pas prévu, de prendre la parole pour aussi être la plus respectueuse possible du professeur Touraine, parce que je n'aurais pas été alignée dans ce débat si je n'avais pas, réagi. Pour revenir à notre débat de fond, je pense que le sujet que vous abordez montre bien comment on peut travailler en démocratie. Il faut revenir à la genèse d'aujourd'hui, de cette actualité, entre guillemets. Il y a eu quand même la constitution d'un comité citoyen au Conseil économique, social et environnemental qui a regroupé pendant 9 semaines plus de 150 citoyens qui ont débattu, qui ont auditionné, et qui ont effectivement rendu un avis. Un premier avis qui a été entendu par le président de la République. Parallèlement à ce travail-là, a été au sein du CESE, j'ai cette casquette-là d'être conseiller au CESE, un travail des conseillers du CESE qui ont émis un avis aussi sur la fin de vie et l'amélioration de la loi Leonetti. Il y a eu aussi une mission qui a été confiée, dans notre casquette, aux associations agréées du système de santé par la ministre Agnès Lebaudot, pour que nous ayons, nous aussi, un avis associatif, qui n'est pas tout à fait le même parfois des citoyens lambda, parce que nous sommes déjà un peu plus experts, sur cette fin de vie. Donc il y a eu tout un travail de démocratie qui a été mené pour qu'arriver aujourd'hui, on verra bien ce que le texte de loi que proposera la ministre sera et comment il sera accueilli à l'Assemblée nationale et au Parlement. Mais on voit bien qu'il y a eu tout un travail démocratique qui a été mené avec une liberté et un travail extrêmement sérieux. Sans faire valoriser le travail qui a été fait au CESE, je trouve qu'il a été remarquable. On ne peut pas en dire autant sur l'environnement. Mais sur ce point-là, ça a été remarquable. Peut-être organisé par des gens qui savaient ce que c'était que la démocratie et la participation citoyenne à débattre au CESE, en d'autres lieux peut-être moins. Donc voilà, et pour revenir à notre sujet, c'est ça aujourd'hui la démocratie en santé. C'est comment on fait participer les citoyens collectivement à trouver une solution territoriale, à trouver une solution sur la fin de vie, à trouver une solution pour l'organisation des soins. La santé, c'est beaucoup trop sérieux pour le laisser simplement aux professionnels de santé. Il faut le donner à tout le monde.
Merci beaucoup pour cette transition, parce que justement, je voulais donner la parole à Francis Brunel sur le rôle des collectivités territoriales. Deux questions. D'abord, la première question, alors au-delà du débat sur la fin de vie, mais plus généralement sur justement ce besoin de créer des collectifs et de favoriser on va dire la prise en compte de la parole à la fois des usagers et des professionnels de santé. Je voudrais avoir votre point de vue de ce que ça vous inspire. Et puis deuxième question, effectivement, le rôle des collectivités territoriales, comme on vient de l'évoquer. Quelle est leur place dans le fait de favoriser justement le travail collectif, que ce soit avec l'hôpital ou en dehors de l'hôpital, avec l'ensemble des partenaires? Alors, moi j'ai une difficulté, c'est que je suis de chaque côté du miroir d'Alice au Pays des Merveilles. C'est-à-dire je suis professeur de médecine, ancien pédiatre à Necker. Et puis là, maintenant, lui est membre de la commission et j'en profite pour excuser Frédéric Chéreau, le président de la commission santé, qui ne pouvait pas se joindre à vous. Donc, je vais essayer de le remplacer. La démocratie dans la santé, il faut la concevoir comme étant une démocratie interne au système de santé et une démocratie tout court. C'est-à-dire comment on fait pour accéder au système de santé pour l'usager, pour mon administré. À l'intérieur du système de santé, je crois il faut tenir compte, je vais être très rapide, mais il faut tenir compte de quelque chose. Moi, j'ai travaillé à l'assistance publique des hôpitaux de Paris pendant 46 ans, de 1973 à 2019. Donc j'ai vu l'évolution des choses. Le système, c'est énormément compliqué. Il est devenu illisible, opaque, pour tout le monde, y compris pour... moi, mes dernières années de chef de service à Necker, il y avait des trucs que je ne comprenais plus. J'avais des jeunes qui écrivaient des articles, qui m'associaient et je ne comprenais pas le titre. Et elle me dit, oui, mais vous avez été patron, donc on vous garde sur le truc. Donc j'ai dit, c'est gentil, merci. Bon, voilà. Mais c'est vrai. Et alors, ce qui s'est passé aussi, probablement, il y a eu une évolution et je pense que sur un certain nombre de sujets, on ne pouvait plus se passer des associations de patients, et en particulier dans le cadre des maladies rares. Comme la malformation vasculaire de l'enfant, j'avais en permanence dans mon bureau les représentants des associations, des angiomes, des machins, tout ça, je vous passais les meilleurs. Donc les usagers se sont imposés, simplement parce que chaque professionnel ne pouvait pas comprendre, maîtriser la totalité des informations. Alors cette complexification du système, cette opacité progressive du système a eu aussi un inconvénient majeur, c'est que plus personne s'y retrouve. Et le nombre de fois où il y a effectivement une famille qui venait à l'hôpital Necker et qui me demandait, écoutez, parce que j'avais une blouse ou un stéthoscope qui traînait, mais je cherche le bâtiment mère-enfant. Je lui dis, il est juste derrière vous. Parce que les gens sont perdus, y compris dans la localisation à l'intérieur d'un système hospitalier. Donc cette opacité, c'est à mon avis quelque chose sur lequel on doit travailler. Le deuxième point, je vais être très rapide, mais je vous rejoins. Pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu évoluer, mais même dès le début, il y a une maltraitance intra-hospitalière systémique. Pardonnez-moi de ces termes complexes, mais à l'intérieur des systèmes hospitaliers, il y a de la maltraitance. Maltraitance à tous les niveaux, à l'intérieur des services, en dehors du service, dans les relations avec l'administration, et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, ce n'est pas à moi de le faire, mais je vous rappelle qu'il y a un certain nombre d'internes qui se suicident. La maltraitance, ce n'est pas juste un truc pour faire joli sur une table ronde, ça existe, je l'ai vécu, je l'ai vu, il y a du harcèlement, et ça, il faut que ça cesse, il faut qu'on travaille à l'intérieur du système. Et c'est vrai aussi en dehors du système hospitalier. Alors maintenant, je vais reprendre ma casquette je suis président du Conseil territorial de santé, donc je vais vous répondre sur le projet territorial de santé. Mais, parce que ça me paraît fondamental, merci d'avoir prononcé le terme. En tant que maire ou adjoint au maire ou chargé de la commission santé, je vais reprendre le terme qu'un ancien ministre utilisait. Nous, on est à portée de baffe. C'est-à-dire quand on fait les marchés, moi, je me fais engueuler en permanence en disant « Francis, qu'est-ce que c'est ce bordel? Nous, on n'a plus de médecins généralistes dans la ville. » C'est une ville chouette, la ville de Sceaux.
Mais c'est un désert médical sur le plan des médecins généralistes. Donc il y a un vrai sujet, et là c'est de la démocratie tout simple. C'est-à-dire que le nombre de fois, et puis je pense que Jean-Louis c'est pareil, le nombre de fois où je reçois un coup de téléphone, dis donc Francis, tu connais pas un bon cancérologue parce que j'ai ma belle-sœur, la fille de la bicyclette à Jules qui justement elle a une tumeur. Bah oui mais écoute, mais c'est le nombre de fois qu'on reçoit ça. Pourquoi ? Parce que le système est devenu inaccessible, opaque, illisible. Donc il faut travailler là-dessus. Alors maintenant je vais reprendre le sujet du territoire. Bien évidemment, les collectivités territoriales ont été efficaces et devront l'être de plus en plus. Je pense que là, réellement, vous l'avez évoqué, la crise virale, le Covid, nous a obligés à travailler. J'ai 2 exemples. Le premier exemple, c'est que si il n'y avait pas eu les maires ou les adjoints aux maires chargés de la santé, un peu médecins sur les bords, on n'aurait pas fait les centres de vaccination. Les centres de vaccination, ce sont les collectivités territoriales qui l'ont fait. Elles l'ont fait non seulement parce qu'elles ont libéré des espaces, mais parce qu'elles ont libéré du personnel pour pouvoir accueillir les gens, à l'intérieur duquel il y avait effectivement des professionnels de santé, médecins ou infirmières, qui réalisaient des vaccinations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est à mon initiative, au niveau du Conseil territorial de santé, et je conclurai là-dessus, c'est qu'on n'a pas exigé, mais on a imposé qu'il y ait une conférence pendant la crise du Covid, qu'il y ait une conférence téléphonique hebdomadaire, 1 fois par semaine, entre le préfet, le président du Conseil territorial de santé et le représentant des élus et la délégation départementale de l'ARS. Pourquoi ? Parce que c'était la seule façon de partager l'information en temps réel. Et la conclusion que je veux donner sur le plan de la démocratie de santé, et ça vaut pour le colloque singulier, ça vaut pour le travail à l'intérieur d'un système hospitalier, ça vaut pour le travail à l'intérieur d'une communauté de communes, et après je ferai une demande aux différents ministres qui nous ont visités ce matin. La chose fondamentale, c'est quoi la vraie démocratie ? C'est le partage de l'information, qu'elle soit médicale, médico-sociale, humaine. C'est ça, la vraie démocratie. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a un déficit de partage de l'information, on met un coup de canif dans le contrat démocratique. Et le dernier point, c'est que si on veut effectivement organiser des équipes territoriales de santé thématiques, je te remercie beaucoup Gérard, ça se fait au niveau d'un territoire. Ça se fait au niveau d'un bassin de vie qui fait 150 000 habitants. Ça ne se fait pas sur, comment dirais-je, 1 million, 3 millions, 12 millions d'habitants. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, je le dis à chaque fois que je participe à une table ronde, dans les territoires, en particulier la métropole, puisque c'est le territoire que je connais, hein, dans lequel est insérée ma ville, Vallée-Sud Grand Paris, il y a un président du territoire, il y a beaucoup de vice-présidents, pour fâcher personne, chaque maire. Quelques vice-présidentes, pas très beaucoup dans mon territoire, chère madame, pas très beaucoup. Mais il y a des conseillères territoriales, effectivement. Mais alors, il y a effectivement un président qui est chargé du machin, il y a un vice-président qui est chargé des finances, il y a un vice-président qui est chargé de la culture, il y a un vice-président qui est chargé des piscines, il y a un vice-président qui est chargé de la voirie et des poubelles, et il n'y a pas de vice-président chargé de la santé. C'est dommage. Ça serait bien qu'on donne au territoire la compétence santé. Alors, on évoque justement donc, les sujets gouvernance, territoire. Aujourd'hui, donc, il y a un grand débat sur le terme effectivement de la gouvernance, notamment qui renvoie un peu à la vie des instances. Alors, Gérard Raymond, quel est votre regard sur la place des usagers dans les instances des établissements publics ? Et puis, on a aussi l'enjeu territorial, la mise en place des GHT. Comment tout ceci se recompose ? Ça fait partie de l'historique de la démocratie en santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les CDU, on a les représentants des usagers de la santé, donc dans les instances. Certaines sont même dans le conseil de surveillance, pas partout, mais encore. Donc, il faut continuer à effectivement investir ces organismes-là. Continuer, je pense, surtout à former nos représentants des usagers pour qu'ils jouent un rôle constructif
et pas simplement d'être là parce qu'on leur a dit d'être là et que on voit une fois un dossier, une fois de temps en temps, etc., etc. Donc il faut que véritablement que cette démocratie en santé, cette participation des représentants des usagers de la santé dans la gouvernance des établissements de soins soit effective et efficace. Et qu'effectivement, ça nécessite, de la formation, un peu de temps et de la compréhension. Ça, c'est extrêmement important. À ce niveau-là, je pense que nous avons à peu près aujourd'hui, on pourrait encore évidemment augmenter cette participation-là, mais elle est relativement suffisante. Là où le bas blesse, c'est dans les territoires. C'est-à-dire que lorsqu'on retombe dans le libéral, au niveau des CPTS, au niveau des territoires de santé, des maisons pluriprofessionnelles ou autres, où là, cette représentation-là n'est pas inscrite dans la loi et donc où on pourrait peut-être un peu s'en passer. Certains ont tendance effectivement à vouloir s'en passer. Donc on verra bien ce que portera le texte de loi du député Valtou. On pourra comprendre qu'effectivement il y aura un rattrapage à ce niveau-là. Mais c'est important qu'effectivement, cette représentation des usagers soit effective, reconnue par la loi, et cette reconnaissance de la participation des usagers soit là. Ce qui était donc participation et reconnaissance de cette participation. Aujourd'hui, cette démocratie citoyenne, représentative, organisée, a besoin d'être reconnue. Soyons clairs, nous ne sommes pas pour la démocratie directe. Nous sommes pour une démocratie représentative, bien structurée. Et nous sommes en capacité, nous, de former l'ensemble de ces représentants-là. Mais derrière, on voit bien que cette formation, cet engagement à siéger toutes les semaines, plusieurs heures, que ce soit dans les conseils des CEPAM ou autres, ça nécessite effectivement du temps et de l'engagement. Et que ce bénévolat-là n'est pas à la même hauteur. J'ai l'habitude de dire, ça fait rigoler tout le monde, comme ça au moins ça détend un peu l'atmosphère. Cet engagement-là citoyen sur le système de santé n'est pas à la même hauteur que le joyeux pétanqueur qui fait une pétanque le samedi sur la place de son quartier. Donc il va bien falloir à un moment donné que cette reconnaissance de cet engagement bénévole soit reconnue si nous voulons continuer à recruter des représentants des usagers, les former pour qu'ils puissent jouer un véritable rôle constructif. Après, effectivement, il nous faut continuer à investir, que ce soit particulièrement sur l'expérience patient, la participation donc dans les plans territoriaux, dans les contenus des programmes de soins, d'accompagnement, l'éducation thérapeutique, comment effectivement cette participation-là se fait. Alors on a effectivement, même le ministre ce matin a parlé de l'expérience patient. C'est la première fois qu'un ministre parle de l'expérience patient, et on ne peut que s'en satisfaire. Mais là encore, effectivement, il faut que les choses se fassent d'une façon modérée, régulière, transparente, formation, représentativité et effectivement une ouverture vers les professionnels de santé. Je crois que nous sommes à un virage aujourd'hui d'une transformation sociétale importante. La société devient de plus en plus violente. Malheureusement, nous sommes dans l'actualité, y compris dans le système de santé. N'empêche que c'est certainement par le système de santé que nous pouvons regagner de la démocratie dans les relations entre les acteurs, qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient au milieu hospitalier. C'est le défi qui est devant nous. Mais encore une fois, le temps et le modèle économique sont nos deux ennemis. Il y a un nouvel outil qui a été récemment mis en place dans le cadre de le renforcement de la démocratie en santé, et notamment de la création de collectifs territoriaux. Ce sont les CNR santé, qui ont vocation à être pérennes. Quel est votre regard sur cette méthode ? Je pense que oui, la méthode, on a dit oui, ok. Partager, on a dit ok, bien entendu. Après, comme le diable se cache toujours dans les détails, on a vu que certains CNR étaient assez disproportionnés dans la représentativité et dans l'activité. Nous, ce que nous souhaitons, et la loi Valtou, enfin le projet de loi le dit, c'est de regrouper ces CNR avec les CTS, les conseils de territoire de santé, donc de revoir la représentativité des acteurs dans ces CTS, voir comment ils sont animés, et de leur donner effectivement aussi un poids pour pouvoir effectivement
pouvoir avoir des décisions sur les territoires. Nous, au moment du Ségur, on avait parlé de parlements sanitaires territoriaux. On retrouve à peu près ça. Donc il y a cette volonté, effectivement, de peser de tout notre poids, à condition que la représentativité des acteurs soit bien faite. Anne Le Gagne, est-ce que vous partagez cette vision des choses et qu'est-ce que vous pensez de la place des CRSA dans ces CNR ? Non, je suis complètement alignée avec ce qui vient d'être dit. Revenir quand même sur la Constitution, l'accès aux soins, c'est constitutionnel et aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins et ça a quand même été dit et je pense que c'est notre préoccupation principale au-delà de tous les acronymes, tout ce qu'on pourra inventer ensemble. Dire que c'est pas toujours ce que je disais tout à l'heure, regarder dans le rétroviseur n'est pas toujours fondamental, mais se dire que si on en est là aussi, c'est parce qu'à un moment donné, et en particulier je pense aux années SIDA, s'il y a eu autant de patients à se mobiliser, ça a permis de transformer les choses. Et vraiment de façon fondamentale. Et si on en est là aujourd'hui, effectivement, dans ce kairos-là, dans ce moment de crise, mais qui peut aussi créer des opportunités, ben effectivement, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on capitalise sur le patient comme étant un partenaire, son expérience. Nous pouvons être cancérologues. Le cancer du sang vécu de l'intérieur par une femme est fondamental pour venir accompagner les futures patientes et apporter un complément, je dirais un supplément d'âme dans la prise en charge. Ça se décline au plus près des territoires, effectivement, dans les maisons de santé, dans les équipes de soins primaires, au niveau des communautés professionnelles de territoire de santé. Ça se traduit avec toute la démocratie et toute sa dynamique au niveau des CTS, dont effectivement je vous rejoins à 1000%, ce sont des parlements territoriaux de santé et qui sont en lien au niveau régional, je dirais avec le Parlement régional de la santé, qui pour moi est la CRSA, qui est vraiment une instance de démocratie dans laquelle moi j'ai la joie à laquelle j'ai la joie de participer. Je pourrais dire que comme praticien hospitalier à la base, quand je su que j'allais être à la CRSA, j'étais un peu sceptique. Je vous le dis de façon extrêmement honnête. Aujourd'hui, je vois effectivement, et en articulation avec le CNR, tout ce qu'on peut porter, et en lien avec les représentants des usagers, et avec les professionnels, et avec les élus, le conseil départemental, le préfet, l'ARS. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une urgence démocratique à favoriser l'émergence et à reconnaître le pouvoir de décision de ces instances. Voilà. Merci beaucoup. Francis Brunel, justement dans cette recomposition territoriale, quel est le regard de l'AMF sur la place des élus, notamment dans les instances de l'hôpital ou encore des GHT, et puis plus largement d'autres questions qui évidemment nous taraudent sur les enjeux de régulation de la santé au sein des territoires, et notamment vis-à-vis des autres acteurs que sont les professionnels libéraux ou les établissements privés. Alors, la position de l'AMF, c'est effectivement de devenir un partenaire réel des décisions en santé. Alors, comme effectivement les communes, les mairies n'ont pas la compétence en santé, à chaque fois qu'on en parle au sein de la commission, on est un tout petit peu, comment dirais-je, entre deux chaises, comme ici, sauf que là, j'ai ma chaise à moi tout seul. Mais pour employer un terme populaire, la revendication effectivement de l'AMF serait effectivement d'obtenir cette compétence en santé à condition d'en obtenir bien évidemment les moyens, et vous avez évoqué le sujet. Je rejoins ce que vous avez dit sur la CRSA. J'en parle très souvent avec Frédéric. On voit de plus en plus les médecins s'impliquer à l'intérieur soit des conseils municipaux, soit comme adjoint, soit effectivement membre du conseil municipal. Et de plus en plus, les conseils municipaux possèdent effectivement à l'intérieur de leur exécutif des médecins qui sont capables de faire l'interface. La difficulté
que j'exprime souvent, soit à la CRSA, dont je suis membre, et au Conseil territorial de santé, c'est de formaliser, probablement par voie réglementaire au minimum, la courroie de transmission entre les mairies et les communautés d'agglomération ou les territoires et le système de santé. Et cette courroie de transmission, aujourd'hui, elle n'existe pas, sauf bénévolement. Le CTS que j'anime dans le 92, ce n'est pas non plus un département très, très pauvre. Hein. On a beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de structures. Néanmoins, on fait tout ça bénévolement. Un exemple que je donne très souvent, c'est que une des obligations, et vous le savez, des conseils territoriaux de santé, c'était d'élaborer un projet territorial de santé mentale, un PTSM. Alors on l'a fait sous la direction d'un psychiatre qui pilotait le machin, Jean-François Avran, à qui je rends hommage parce qu'il a bossé comme une bête. 500 personnes se sont mobilisées, 500, pendant 3 ans. On a pondu un PTSM qui a été validé, qui est remonté à l'ARS, qui a été signé, contractualisé, avec un chargé de mission, avec un petit financement pour pouvoir mettre en œuvre les différentes fiches actions qu'on a pondues. Tout ça, c'est bénévole. Tout ça, c'est bénévole. 500 personnes pendant 3 ans bénévolement. Donc, à un moment donné, je rejoins Gérard Raymond, à un moment donné, les gens, il ne faut pas les décevoir non plus. C'est-à-dire qu'il faudra aussi que ça... comment dirais-je, que ce soit mis en application, sinon on ne va pas leur faire le coup 2 fois. Hein. Ce que l'AMF souhaite, mais je vais vous donner un autre élément. Devant la difficulté que les élus ont de recruter des médecins, alors on fait de la bidouille. Je vais le dire, je sais qu'il y a ici des gens qui m'écoutent. La bidouille, c'est quoi? Moi, je vais vous prendre l'exemple de Sceaux, la ville de Sceaux, qui est quand même pas, comment dirais-je, une ville extrêmement pénalisée. Hein. On n'avait plus de médecins généralistes. Les médecins généralistes partaient à la retraite comme partout. On était, vous savez qu'il y a des zones, comment dirais-je, donc dans le zonage, on était dans le rouge. Donc on a bidouillé un truc avec monsieur le maire, Philippe Laurent. On a acheté par la société d'économie mixte un local dont la mairie est locataire, qu'on a sous-loué à des médecins. Je ne vous raconte pas le bordel quand il y a une coupure d'électricité, qui c'est qui est responsable. Mais je vous jure, c'est du vécu. Bon, ça marche, on l'a fait, mais ça m'a pris 3 ans. Mais c'est de la bidouille. L'autre bidouille, et vous le savez, c'est que dans le département de Saône-et-Loire, le président du conseil régional, il a décidé de recruter 50 médecins généralistes sur le financement du conseil régional. Donc il a fait ça, c'est complètement en dehors des clous sur le plan réglementaire. C'est sur une grille hospitalière, mais évidemment, moi je ne me souviens pas que le conseil régional soit une structure hospitalière. Enfin, ça marche à peu près. Le centre Val-de-Loire va faire la même chose. Et Frédéric Chéreau, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, va décider aussi de le faire dans le Douaisis. Et puis, je viens de l'apprendre par Philippe Laurent, le 30 mars, le conseil régional d'Île-de-France a décidé de créer un GIP pour pouvoir recruter des médecins. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas tout à fait très bien dans le royaume de Danemark, alors que le Danemark est un de mes modèles sur le plan d'organisation des soins. Voilà, donc voilà à peu près quelle est la position de l'AMF. Donc je pense que si les élus sont amenés, en raison effectivement du fait qu'ils soient à portée de baffe lorsqu'on se promène dans la rue commerçante le samedi ou au marché, on est obligé de faire. Mais il va falloir que ça qu'on réglemente un tout petit peu cette organisation qui est en train de se mettre en place. Mais les élus n'ont pas d'autre choix que de le faire malgré l'absence de cadre réglementaire à cette organisation. Merci beaucoup. Comme je vois que l'heure tourne, je voudrais qu'on puisse avoir la possibilité de donner la parole à la salle. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Alors oui, je vois une main qui se lève tout au fond. J'arrive. Bonjour, Virginie Guilagouche, je suis la directrice générale d'une
société coopérative qui simplifie la vie des aidants familiaux, des proches aidants. Et je voulais savoir, vous, à votre définition de la démocratie en santé, vous avez tout naturellement associé les professionnels de santé et les patients, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 11 à 15 millions de proches aidants, de personnes en situation de handicap, de perte d'autonomie ou juste malades, sans lesquels, en fait, ces personnes ne pourraient pas vivre en milieu ordinaire ou inclusif. Et donc, ma question est la suivante. Quelle place pour ces aidants et quelle place pour la considération de ce qu'ils font, la reconnaissance de leur rôle auprès des patients et la formation également à leur reconnaissance, parce que sans eux, en fait, ça serait encore pire, si je puis dire, pour se repérer dans le système sanitaire, social, médico-social et j'en passe. Merci beaucoup. Qui souhaite dans ce domaine, vous avez raison, il reste beaucoup à faire. Et je m'inspire de ce qui se passe dans plusieurs pays, par exemple en Allemagne, en Belgique, voire même dans des pays du Sud comme l'Espagne. Nous n'apportons pas la considération raisonnable aux aidants. On a fait quelques progrès dans les dernières années en donnant un petit peu, le minimum, de répit pour que les gens puissent se reposer. Bon. Leur vie est bouleversée par la personne dont ils s'occupent, que ce soit, vous l'avez dit, une personne en situation de handicap, que ce soit une personne touchée par la maladie d'Alzheimer ou d'autres choses. Ces personnes sont épuisées, bouleversées, non accompagnées généralement, y compris psychologiquement. Et quand il y a un terme à ce suivi-là, quelquefois d'ailleurs malheureusement l'aidant décède avant même le patient, mais quand c'est l'aidant qui survit, c'est le plus fréquent quand même, il est en situation de burn-out. Et donc il y a tout à inventer. On sait les recettes, puisqu'il y a eu quand même des expériences dans divers pays, mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une volonté farouche de dire la démocratie sanitaire, c'est avec tout le monde. C'est tout le monde, c'est-à-dire les patients, les proches, ceux qui aident, les soignants, mais les autres services aussi qui ne sont pas de soins, mais qui sont nécessaires pour ces personnes-là. Et si on ajoute tout cela, ça représente effectivement des efforts à réaliser dans de très multiples circonstances pour lesquelles, évidemment, il faudra trouver quelques ressources. Parce que j'en parle aisément ici en disant qu'il faudrait faire. Derrière tout ça, ça suppose effectivement de générer quelques ressources pour aider ces personnes. Mais vous avez eu un point très important. C'est vrai que je n'ai pas l'impression qu'on ait eu jusqu'à maintenant l'occasion d'en parler. Vous avez très bien fait de le faire. Les aidants sont quelque chose qui est tout à fait crucial. Et j'en parlais juste avant ou juste après le discours du ministre, avec un des responsables des personnes en situation de handicap, pour qui c'est la première préoccupation. Les aidants, pour tous ceux qui ont un enfant, un jeune ou un moins jeune, qui a un handicap majeur, et ces aidants sont épuisés et pas assez accompagnés. Merci madame, je l'avais marqué sur mon petit bout de papier, mais à vouloir dire trop de choses, j'en ai oublié l'essentiel. Et je vous remercie d'avoir remis l'église au centre du village. On sait qu'effectivement, il y a plus de 11 millions d'aidants en France qui ont des risques de maladies cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde ou d'accidents vasculaires multipliés par 6 par rapport à ce que disait le professeur Touraine, c'est-à-dire d'épuisement. C'est un sujet, pour moi, c'est une urgence sociétale. C'est une urgence que voulons-nous faire dans notre société, effectivement, basée sur les piliers de liberté, d'égalité, de fraternité, de fragilité. Que voulons-nous faire, effectivement, par rapport aux plus vulnérables, par rapport aux plus fragiles et par rapport à ceux qui, au quotidien, les accompagnent, donnent de leur vie personnelle, physique, psychologique, familiale, professionnelle. Il y a une 5e branche de la sécurité sociale,
Faudrait-il qu'il y ait de l'argent pour pouvoir permettre d'accompagner des projets autour des aidants? Je trouve que ce qui est fait à Lyon, par exemple, autour de la métropole aidante, autour de l'initiative d'Henri de Rohan-Chabot, est assez formidable. Et j'aimerais que ça puisse être essaimé dans l'ensemble de la France et qu'au minimum, il puisse y avoir effectivement une maison régionale des aidants en France. Merci infiniment, madame. Alain Olympie, je suis représentant des usagers, ancien directeur d'association de patients atteints de maladies chroniques. Vous avez rappelé, madame, le temps du sida, justement, où on a su faire du collectif. J'y étais dans les années 85 à 95. On a su faire du collectif dans les équipes, justement, les soignants, les patients, les associations de patients ont fait corps parce qu'il y avait un enjeu. Ça a donné lieu aux États généraux de la santé. Plus tard, les lois Kouchner, n'oublions pas M. Juppé qui a œuvré avant, en 96, etc. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se met en marche. Ça a été quand même très lent, effectivement, de rentrer dans les hôpitaux. Je ne parle même pas du ville hôpital qu'on n'a pas prononcé maintenant, ou à peine. Et là, on arrive à l'épisode Covid où la démocratie en santé explose. Les patients et les représentants de patients, personne ne rentre plus à l'hôpital. Pouvoir médical qui reprend tout et n'importe quoi presque, on va dire. Heureusement que les maires s'organisent parce que vous n'avez pas la santé dans vos compétences, mais vous savez la prendre et tant mieux, comme les pharmaciens, comme beaucoup de gens qui ont su être là aussi. Qu'est-ce qu'on a raté finalement? Ou est-ce que, alors on entend 2 ans après, on entend un ministre effectivement reparler de la place du patient. On voit qu'il se passe quelque chose. Moi, je suis au conseil de surveillance de la PHP et puis représentant dans la commission des usagers de l'hôpital Saint-Antoine. Donc je vois qu'il se passe, il y a une dynamique. Mais est-ce que cette dynamique-là, elle va pas parce qu'il y a un enjeu qui, du temps du sida en 95, ça a été, on avait presque le temps, les professionnels étaient là, il y avait moins de pression sur l'hôpital, quoique, voilà. Mais aujourd'hui, où il y a vraiment une urgence, il faut aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux? Et est-ce qu'on ne va pas se planter, pour être vulgaire? Qu'est-ce qu'on doit réussir? Qu'est-ce qu'on a raté ou qu'est-ce qu'on doit réussir pour... voilà. Je vais peut-être être un peu impertinent. Vous avez dit pourquoi ces quelques essais qui ont, à des moments historiques, produit des réalisations ne se sont pas pérennisés. Vous avez tout à fait raison de prendre l'exemple du sida, et ça rejoint un point tout à l'heure. L'un d'entre nous ici disait on ne pourrait plus se passer des associations. Et moi, j'ai justement noté à côté, l'exemple, c'est justement le VIH. Si les associations n'avaient pas pris le pouvoir à ce moment-là, et c'est là qu'a été le grand tournant. C'est à ce moment-là que nous avons été, nous médecins, obligés de dire la vérité aux malades, ce qu'on ne faisait pas avant. Parce que là, c'était quand même une maladie transmissible. C'est à ce moment-là que les malades ont contré les administrations qui refusaient de délivrer des traitements immédiatement. Parce qu'il fallait tout un tas de procédures administratives et de sécurité. Les malades disaient, écoutez, moi j'ai une espérance de vie de 3 mois, je veux ce nouveau médicament, je me fiche pas mal des éventuels risques, mais je le veux tout de suite. D'où des manifestations que vous avez vécues, ACTOP et d'autres, et cette prise de pouvoir, parce que le pouvoir n'est jamais donné, les femmes le savent bien, même si des hommes sont prêts à leur accorder plus que de l'égalité, si elles n'avaient pas conquis le pouvoir, on n'arriverait jamais à cette égalité. Là, c'est pareil. Pour les malades, il y a une conquête, reconnaissons-le. Ça n'a pas été donné, délivré de gaieté de cœur par ceux qui avaient le pouvoir précédemment, qui continuaient à être un peu paternalistes. Donc, les associations ont pris le pouvoir à ce moment-là. C'est la même chose que ce qui s'est passé au moment d'une autre crise très différente, le Covid. Nécessité a fait loi. Les organisations qui ont été très bien décrites tout à l'heure, avec des réunions qui étaient hebdomadaires, etc., tout ça, ça s'est mis en place sur le terrain, sans aucune bénédiction venant de nulle part, parce qu'il y avait nécessité. Donc, quand il y a une crise, les Français savent très bien réagir.
Et chacun prend ses responsabilités. Le problème, et c'est là où je suis impertinent, c'est que tout de suite après, au lieu qu'on en tire la conséquence et qu'on le pérennise et qu'on l'améliore, on revient à l'état hanté. Pourquoi? Pourquoi? Je crois que c'est parce qu'on a un travers, c'est qu'on a la meilleure administration du monde. C'est ça notre difficulté. Avec des gens d'un niveau exceptionnel, d'intelligence, de formation, de qualité, etc. Mais comme toute administration, même la meilleure du monde, elle a une tendance un peu conservatrice de maintien des pratiques antérieures, de réglementation, de défaut, d'insuffisance d'agilité, de souplesse. Et donc, on revient à ce système qui est sur-administré. Et à cause de cela, on ne peut pas mettre la responsabilité auprès des acteurs eux-mêmes qui devraient pouvoir apporter les solutions. Donc je ne dis pas qu'il faut se priver de notre système qui a des grandes qualités. Je dis simplement que nous devons trouver le moyen d'équilibrer entre des administrations centrales puissantes et très compétentes, mais aussi un terreau dont on ne laisse pas se développer l'intelligence et la créativité qui est pourtant indispensable. Or, aujourd'hui, on en a plus besoin que jamais, parce qu'on voit bien que dans l'état de difficulté de notre système, on a tous besoin de réenchanter tous les métiers, tous. Et pour cela, il faut leur donner un petit peu de pouvoir, de responsabilité, de capacité à faire, parce que sinon, ils perdent le sens de leur métier. Mais à tous les niveaux, les infirmières qui ont choisi ce métier par vocation, elles pensaient qu'elles pourraient s'occuper humainement des malades. Elles arrivent dans un service, on leur dit non, ici on veut des actes, et vous n'avez pas de temps à perdre à discuter avec vos malades. C'est très frustrant tout ça. Donc il faut lui laisser de l'initiative. Certes, il y aura moins d'actes à la fin de la journée, mais il y aura une dimension beaucoup plus humaine qui ira au bénéfice du malade, mais aussi des soignants qui retrouveront du sens pour leur métier. C'est une question qui fait réagir. Vas-y, je donne la parole. Pour résumer ta question, tu dis qu'est-ce qu'on a raté? On a dû en rater en 20 ans des choses, quand même. On en a raté quelques-unes, mais bon, on ne va pas se faire harakiri. On a quand même essayé de faire progresser les choses. Je pense que c'est maintenant qu'il ne faut pas se rater. C'est maintenant qu'il ne faut pas se rater. Et le député Touraine le dit très bien. On est à la bascule, là. Et c'est là, maintenant, qu'il ne faut pas qu'on se rate. Et je pense que, oui, on a une forte responsabilité, nous, associations organisées, au sein de structures et de ce collectif, pour véritablement ne pas se rater. Et on est dans les mêmes situations, même si les choses sont différentes, qu'il y a 25 ans avec le VIH. Ce qui est encore plus grave, c'est tout le système qu'il faut faire basculer. Avant, c'était une maladie qui imposait. Là, c'est tout le système qu'il faut faire basculer pour lui faire retrouver du sens, pour faire retrouver des valeurs qui sont les nôtres, et ces valeurs humanistes. Et donc là, il y a tout mais oui, et il faut être conscient, nous, associatifs, que c'est certainement nous le levier de la bascule, et que peut-être si demain nous ne réussissons pas, on emportera une part de responsabilité. On peut peut-être se réjouir, pour répondre à votre question, sur le terme qu'a utilisé le ministre de la Santé, le mot dérogatoire. Il l'a prononcé plusieurs fois. On a beaucoup assisté pendant la crise Covid au niveau des CRSA, au niveau des CTS, pour dire pourquoi ça marche, pourquoi on est arrivé à faire face, parce qu'on a dérogé à la règle. Parce qu'on a créé des lits de réanimation là où il n'y en avait pas, parce qu'on a dérogé à la règle, parce qu'on est devenu agile et parce qu'on a travaillé dans les territoires en proximité. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'effectivement, le collectif, et je mets le collectif, l'ensemble, la cité, a su prendre ses responsabilités pour répondre à la crise, être en capacité de prendre des décisions et de créer ex nihilo des plateformes opérationnelles de santé publique partout. Et les centres de vaccination en étaient. Certains, et Emmanuel Hirsch en a fait partie, ont alerté dès le début de la crise en disant « Je ne comprends pas pourquoi on ne s'éclaire pas de ce qui s'est passé pendant les années SIDA
pour venir éclairer ce que nous vivons actuellement et pouvoir effectivement, on va dire, aller chercher les représentants des usagers, aller rechercher la démocratie locale, la démocratie en santé, pour nous permettre d'aller plus loin. Ce qu'on décrit là, pour moi aussi, c'est une éthique de résistance. C'est une capacité par rapport à un moment qui est un moment clé, déterminant, d'être dans une éthique de résistance. Et c'est aussi ça qui a fonctionné. Et pour tous les soignants qui sont dans la salle, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées au moment de la crise et qui continuent à y croire, comme nous tous autour de cette table, je dis chapeau. Et croyons encore à cette start-up d'humanité qu'est le monde, pour moi en tous les cas, hospitalisé dans lequel j'évolue. Merci. On a peut-être encore le temps pour une dernière petite question. S'il y a pas de question, moi j'avais une dernière question qui était dont on n'a pas forcément parlé directement, c'est la question des EHPAD et du médico-social, notamment la place des usagers dans la gouvernance. Est-ce que vous avez On a 1 minute de plus. On va bien aborder ce sujet-là. Il y a des CVS, certainement, qu'il faut les transformer, qu'il faut certainement revoir effectivement cette représentation des usagers, qui n'en est pas une dans les EHPAD. Il y a aussi un regard, effectivement, pour les collectivités territoriales. Je pense que oui, il y a beaucoup à faire sur ce. On parlait de mourir dans la dignité, mais vieillir, comme disait Brel. Oui. Je ne suis pas monomaniaque du Covid, mais ce qu'on a vécu pendant le Covid doit nous éclairer aussi. On parlait des assemblées régionales de la santé que pouvaient être les CRSA, des assemblées territoriales ou des parlements territoriaux de santé que sont les CTS. Le CVS, à mon avis, au niveau d'une ville, a toute légitimité à être un petit parlement local. Et d'ailleurs, à un moment donné, on a imaginé les EHPAD comme étant des plateformes ressources pour l'ensemble d'un territoire. On pourrait tout à fait imaginer que les CVS prennent une autre dimension et que si l'on avait, au moment du Covid, eu l'humilité de se dire que c'était aussi au plus près du terrain que les soignants, que les aidants, que les familles, que les résidents, que les personnes qui vivaient dans les EHPAD savaient peut-être mieux que personne jusqu'où on pouvait aller en termes de privation de liberté, eh bien, on n'aurait sans doute pas été extrémiste jusqu'à enfermer des gens pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans leur chambre. Je ne donne pas de leçon de morale parce que j'ai vécu cette crise Covid comme gériatre et de plein fouet avec beaucoup de décès, des clusters. Donc il y avait des décisions à prendre qui étaient des décisions collectives, mais cette démocratie en santé, et je le redis avec la même phrase, des plus fragiles, des plus vulnérables, des invisibles, de ceux que l'on ne regarde plus, qui vivent parfois loin des yeux de la cité, dans des EHPAD, elle est nécessaire à réanimer. Et pour moi, il y a un enjeu aussi démocratique, mais qui est tout à fait cohérent avec tout ce qu'on vient de se dire, le CVS étant l'aboutissement de cela au plus près du terrain. Oui, je pense qu'effectivement, ayons l'humilité de tirer les leçons, y compris en faisant des autocritiques. Moi, j'ai beaucoup apprécié la remarque courageuse de Jean-François Delfraissy, président du comité d'éthique, mais aussi qui s'est occupé pendant toute cette période de beaucoup des décisions concernant le Covid et les situations dans les EHPAD. J'ai trouvé que c'était courageux de sa part de dire « nous avons été trop loin, nous avons fait des erreurs, nous avons privé des familles de conditions de fin de vie dignes et du coup nous entravons des deuils qui se sont opérés dans la solitude la plus effrayante pour des bénéfices parfois douteux. Et donc je crois que oui, il faut dire nous avons fait des choses remarquables puisque si on se compare aux autres pays, on a mieux su traverser cette période que la plupart des autres pays. Les chiffres sont là pour l'attester, donc très bien. Mais il y a des choses que nous aurions pu faire d'une façon. Or, là encore, on le voit, si enfin nous faisions confiance aux gens du terrain et si on arrêtait de donner des directives excessives, alors oui, les choses iraient mieux. Rappelez-vous ce document de je ne sais plus combien, 57, 58 pages, je ne sais pas, envoyé à chaque directeur d'EHPAD sur ce qu'il a fait. Je ne connais pas un seul directeur, une seule directrice d'EHPAD qui ait lu ce document. C'était juste impossible.
c'était un moment, mettez-vous à la place de ces directeurs, où il n'y avait plus de personnel. Je ne vous disais pas d'où toutes les aides-soignantes étaient malades en même temps. Il n'y avait plus de personnel. Les malades étaient dans une angoisse terrible. Les familles ne pouvaient pas venir, etc. Et on leur demandait de lire près de 60 pages de recommandations et de tracasseries administratives. C'était juste en décalage total. On leur aurait juste dit, essayez de faire du mieux possible, en conjuguant le bon sens pour la protection des personnels et surtout des malades, et l'humanité pour que les gens puissent quand même, d'une façon ou d'une autre, communiquer. Parce que quand on est en fin de vie, quand on a besoin quand même de délivrer des messages d'affection, d'amour ou de recommandations à ses enfants, que sais-je. Et puis, cette famille, elle aussi, elle a besoin de ces échanges. Bon. Donc, il est clair que nous avons, moi ce sera mon dernier mot, s'il faut peut-être tirer leçon de tout ce que nous avons discuté ici et qui était très riche, à mon avis, il nous faut qu'on évolue vers plus de confiance et moins d'esprit tatillon vis-à-vis de tous les professionnels impliqués en santé, dans les EHPAD, qu'on évite aussi des citadelles refermées sur elles-mêmes, que tout ça soit plus ouvert, que ça respire, et qu'on laisse prendre des initiatives, des expérimentations ici et là, et quand le résultat est bon, naturellement, ça va se généraliser. D'ailleurs, aujourd'hui, et ça rejoint aussi le point tout à l'heure des patients VIH, aujourd'hui, plus que jamais, le patient est un patient, et heureusement. Et il a légitimité à être un patient. Parce que pour un malade qui a des rendez-vous à quelques mois pour une pathologie dont il ne sait pas si c'est un cancer, si c'est je ne sais pas quoi, etc., c'est autant de pertes de chance. Donc, les patients d'aujourd'hui ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils se soumettent, et ils ont raison, à l'autorité. On leur dit il vous faudra 1 mois pour avoir rendez-vous chez le généraliste, et puis après 2 mois pour le spécialiste, et puis après 3 mois pour l'imagerie, et puis ci, et puis ça. Bon, et la prise en charge thérapeutique, elle arrive au bout d'1 an. 1 an, c'est trop. Jean-Louis, le patient n'accepte pas ça, il a raison. Et pour les EHPAD, comme tu le sais, comme c'est la résidence de la personne, ce sont les mairies qui sont allées vacciner les personnes dans les EHPAD. Merci beaucoup, je propose qu'on en reste là. Merci à tous les 5 pour les différentes interventions. Merci à tous d'avoir été présents et très bon salon.